Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La France va-t-elle manquer de métaux pour son industrie ? C'est l'un des risques que pointe le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental, rapport intitulé « La dépendance aux métaux stratégiques, quelles solutions pour l'économie ?» Je reçois son auteur, Philippe Saint-Aubin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est vraiment un risque là qu'il y ait un manque de métaux. Vous donnez là des chiffres. D'après l'OCDE, la consommation de métaux va passer de 7 à 19 milliards de tonnes en 2060. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, l'augmentation de la population mondiale. Oui. Et ensuite, l'arrivée au statut de consommateur de plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de consommateurs, par exemple indiens ou chinois, mais également l'Afrique dont l'économie va exploser. Tout ceci pour se battre sur des ressources qui, elles, sont limitées, voire en diminution. Ouais, voire vont s'éteindre, parce que là aussi, vous reprenez des chiffres en disant qu'un certain nombre de métaux vont disparaître de la Terre. Pas encore, puisqu'on n'a pas tout exploré, mais effectivement, les Américains, par exemple, ont calculé que pour des métaux comme le chrome, le nickel, le cobalt, on avait devant nous peut-être seulement 20 ou 30 ans de réserve. Ah oui, donc même pas jusqu'à 2060. Donc la bataille va être rude pour... La bataille va être rude. Alors, quand on s'aperçoit que les réserves s'épuisent, évidemment, on va chercher plus loin, on va creuser plus loin. Mais il y a aussi de plus en plus de monde qui veut s'approprier ces réserves. Et notamment, ces réserves se trouvent assez peu en France, assez peu en Europe, mais beaucoup maintenant en Afrique, en Amérique latine, et beaucoup sous contrôle chinois. De quels métaux on parle? Tous les métaux? Non, on ne parle pas de tous les métaux, on parle pour la France du tungstène, du cobalt, du nickel, du chrome et de certains métaux qu'on appelle les terres rares, également du platine et de ses composés. Quel usage ? Beaucoup déjà dans l'industrie traditionnelle. L'aéronautique, par exemple, utilise de l'aluminium. L'automobile utilise du plomb et de l'acier, bien sûr. Mais aussi, surtout, et c'est ce qui fait la différence, la transition écologique avec tous ces métaux dont on va avoir besoin dans l'éolien et le solaire, et la transition numérique dans votre téléphone portable, dans les ordinateurs, dans tous les objets connectés dont l'usage explose. Alors, on en parle quand même depuis quelques années, le fait qu'il y ait une problématique sur nos approvisionnements dans les métaux. On a même créé un comité pour les métaux stratégiques, c'était en 2011. Pourquoi vous avez souhaité reprendre ce fil-là et rediscuter de cette question ? Parce qu'on s'aperçoit que les usages explosent encore plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Le comité aux métaux stratégiques a été créé en 2011 après essentiellement une alerte qui venait de Chine sur un embargo sur les exportations de terres rares, toutes ces terres rares dont on a besoin dans l'électronique et dans l'informatique. Donc le commissariat a été créé à cette époque-là et depuis il s'est finalement passé relativement peu de choses. Le ministère de l'Industrie avait lancé des actions en 2014 qui n'ont pas été suivies et on a l'impression que le mur se rapproche. Ouais. Et on n'en est pas conscience visiblement parce que les rapports se multiplient, ce que vous dites aussi dans le vôtre. On en est assez peu conscient. Effectivement, l'Académie des sciences s'y intéressait, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, on a l'impression depuis quelques mois, depuis le début 2018, que le message arrive au cerveau. Mais pour l'instant, on n'en est plus à la prise de conscience qu'au choix de solutions, à la détermination de solutions. Au cerveau des politiques ou des industriels ? Au cerveau des politiques et des industriels. Un exemple qui a fait beaucoup parler en 2018, c'est Airbus. À la suite des problèmes diplomatiques, des sanctions américaines contre la Russie. La principale source de production d'aluminium pour Airbus a été menacée d'être interrompue. Or, l'aluminium, qui est un métal très léger, est essentiel pour les avions. Et pendant plusieurs semaines, Airbus s'est franchement gratté la tête pour savoir comment résoudre cette question-là. Et ça a redonné une petite piqûre de rappel sur ce sujet. Vous diriez que les industriels ont plus conscience de la problématique que nos dirigeants politiques ? Pas nécessairement tous, parce que souvent les industriels ne connaissent pas forcément très bien l'origine de leurs approvisionnements. On a eu très longtemps, on s'est beaucoup intéressé à la dépendance au pétrole, bien sûr, qui reste importante, et on s'est moins intéressé aux métaux. La nouveauté, c'est l'importance de tous ces produits, de tous ces métaux qu'on dit rares, dans la transition écologique qui est maintenant quelque chose d'incontournable. Pour être très clair, on n'a pas ces terres rares en France ou en Europe ?
On le sait ou pas? On n'a pas exploré tout, mais on sait que pour l'essentiel, elles sont en Afrique, en Amérique latine et en Chine. Sur les terres rares, c'est vraiment un domaine dans lequel les Chinois sont passés maîtres. Et en fait, en maîtrisant la ressource, ils maîtrisent aussi notre industrie. Ils peuvent, selon leur décision, faire monter ou baisser les cours pour rendre plus ou moins rentables d'autres exploitations. D'un point de vue géologique, si on cherche, est-ce qu'on peut trouver en Europe, dans notre sous-sol, éventuellement des terres rares ou niet, on n'en trouvera jamais? Alors, les terres rares sont un aspect du problème, mais il y a beaucoup d'autres métaux qu'on a cités. On peut, en gros, on travaille sur 20 à 30 métaux. On peut en trouver en Europe. Il y a d'ailleurs des exploitations en Autriche, en Suède, en Finlande. On pourrait même trouver en France, soit en France métropolitaine et beaucoup en Outre-mer. Donc, on n'est pas totalement démunis, mais l'essentiel des ressources est quand même hors de notre continent. Alors, il y a des solutions dans votre rapport. L'une des premières, c'est le recyclage. Il faut y croire. La première solution, c'est évidemment de moins utiliser de métaux, de recycler tout ce qu'il est possible. Donc, c'est de travailler sur l'économie circulaire. S'interroger dès la conception d'un produit sur de quels métaux a-t-on besoin, peut-on s'en passer? Et il y a beaucoup de travaux de recherche intéressants. Et si on s'en passe, si on ne peut pas s'en passer, du moins, est-ce qu'on va pouvoir recycler, réutiliser, réemployer et au bout du compte, également aller creuser pour essayer de trouver des ressources dans le sous-sol. Alors le problème, c'est que ce n'est pas nous qui fabriquons ces produits, c'est la Chine. C'est pour beaucoup de les téléphones portables, par exemple. Effectivement, nos téléphones portables viennent de Chine, même s'il y a quelques marques françaises. Mais il n'y a pas que les téléphones portables. Tout ce qui est électronique, objets connectés, informatique. La France a beaucoup perdu sur le plan industriel, mais il reste encore une activité d'électronique en France, heureusement. Donc ça peut être une bonne filière, le recyclage. On peut récupérer des métaux. On peut récupérer des métaux, c'est souvent difficile. Si vous prenez votre téléphone portable, par exemple, il y en a des smartphones, on considère qu'il y en a en ce moment 2,5 milliards dans le monde. Si on les mettait tous bout à bout, on pourrait trouver 85 tonnes d'or et peut-être un petit millier de tonnes d'argent. Mais dans chaque téléphone portable lui-même, vous n'avez que quelques dizaines de milligrammes d'or. Donc la question, c'est d'aller chercher cette ressource et ensuite de la retraiter par des procédés de métallurgie dans des usines. On peut le faire, mais on le fait mal pour l'instant. On n'est pas prêt. Là encore, on n'est pas conscience de ce potentiel. C'est un potentiel qui est très difficile à exploiter. C'est ce qu'on appelle la mine urbaine. On a beaucoup parlé de l'or des poubelles. Cet or existe réellement, mais il est difficile à retraiter. Et avant de s'intéresser aux poubelles, il faut s'intéresser aux objets eux-mêmes plutôt que d'aller chercher un téléphone portable qu'on aura mis dans une benne à ordures, essayer de le recycler plus en amont. Sécuriser nos approvisionnements. C'est aussi un axe. Sécuriser nos approvisionnements, ça veut dire effectivement tenir compte dans notre politique étrangère de la question des métaux, comme on tient compte de celle de l'uranium pour des pays africains ou du pétrole. Et donc, dans les accords internationaux passés par la France ou dans les accords internationaux passés par l'Europe, mettre la question des métaux sur la table, comme le font les Chinois, comme le font les Allemands, les Japonais, les Coréens ou les Américains. Donc là, on est dans un rapport de force. On est effectivement dans un conflit économique mondial. La ressource est limitée, tout le monde veut accéder et il faut qu'on se place sur la ligne de départ devant les autres si possible. Troisième piste, rouvrir des mines, ici chez nous. Rouvrir des mines, c'est effectivement une solution à considérer également. Alors la mine n'a pas bonne réputation. Non. Ce n'est pas une activité qui est très propre. On pense maintenant que la mine peut être davantage responsable, qu'on a progressé sur les conditions environnementales, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la mine soit acceptable par les populations concernées. Alors c'est valable en France, mais c'est France métropolitaine, mais c'est également valable en Guyane, par exemple, sur la Montagne d'Or, ou en Nouvelle-Calédonie, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux de nickel. Ces mines-là seront de fait polluantes, on est d'accord. Donc on n'a pas encore trouvé la manière d'éviter les pollutions. La mine propre, ça n'existe pas. Mais la mine peut être plus ou moins responsable. Et si on n'exploite pas une mine chez nous, rien ne nous garantit qu'elle sera beaucoup plus propre à l'étranger. On a des contre-exemples. En Afrique, par exemple, l'exploitation du cobalt au Congo est un réel problème environnemental, quand d'ailleurs des gens ne risquent pas leur vie pour ces exploitations minières. En Chine, on a de graves pollutions sur les exploitations de terres rares. Donc, on doit essayer de faire mieux. Donc, si on réouvre nos mines, c'est quoi nos espoirs? C'est sur quels métaux?
En France métropolitaine, les métaux les plus recherchés en ce moment, c'est le tungstène et certains métaux un peu plus exotiques, si je vous parle de hafnium ou de indium. Et en Outre-mer, c'est le nickel, avec le cobalt qui est un sous-produit du nickel, et l'or, et également ce qu'on appelle les terres rares, qu'on trouve un peu partout, surtout dans les autres exploitations minières. On n'extrait pas directement des terres rares, mais on les trouve dans les résidus miniers d'autres métaux. Vous dites dans votre rapport qu'il faut redonner de la puissance financière à ceux qui s'occupent de cette question, le BRGM et autres institutions, et aussi leur redonner une présence stratégique. Oui, le BRGM, pendant très longtemps, a une présence mondiale. Il a fait beaucoup de recherches, d'exploration minière en Afrique. Il a abandonné ce rôle dans les années 90 à peu près, où on considérait que les métaux, ce n'était pas vraiment un problème. Il faut que ce rôle soit renforcé maintenant. Et les organismes d'État, comme le COMES que vous avez cité, ou l'Agence de l'énergie, l'ADEME, doivent également consacrer des moyens. On ne parle pas de milliers de personnes, mais consacrer des moyens pour aider les industriels à s'affranchir de cette dépendance. Et changer donc le code minier. Le code minier, effectivement, est un code qui date de Napoléon. Ah oui. Il a été beaucoup refait dans les années 1950, mais à cette époque, on s'intéressait surtout à l'uranium. On n'avait pas beaucoup conscience des questions d'environnement. On ne s'occupait pas beaucoup de la répartition des bénéfices avec les populations locales. Donc, sur le plan environnement et réglementaire, il faut vraiment revoir les choses. Merci beaucoup, Philippe Saint-Aubin, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Et vous pouvez trouver le rapport. C'est une femme rare dans un monde d'hommes, celui des chefs d'orchestre. Laurence Equilbé est l'invitée du Paris des Arts. Depuis 1 an et demi, elle a élu domicile sur l'île Seguin, à la scène musicale où nous irons ensemble. Ce sera juste après la visite de l'espace Dali Paris. Et puis une rencontre avec un comédien, André Wilms, l'inoubliable Monsieur Le Quesnoy, dans La vie est un long fleuve tranquille. Le Paris des Arts de Laurence Equilbé, c'est à voir sur France 24 et France24.com.